Bonjour et bienvenue dans Smart Women, l'émission qui donne le pouvoir aux femmes. Alors le pouvoir par l'exemple, le pouvoir par les témoignages de mes invités qui, bien sûr, partagent la conviction que les femmes doivent prendre leur juste place dans toutes les sphères de pouvoir, ce qui signifie qu'elles dirigent des entreprises, quelle que soit la taille, qu'elles interviennent en tant qu'expertes dans les médias, qu'elles occupent des positions de premier plan en politique, qu'elles soient bien sûr aussi investies dans les filières scientifiques et notamment qu'elles contribuent largement à tout ce qui est à base d'intelligence artificielle. Enfin bref. Alors, est-ce que c'est une question de justice? Oui, sans doute, mais enfin c'est au moins autant une question de performance économique et une question finalement de garantie d'un équilibre mieux trouvé au niveau des décisions et des choix stratégiques à porter. Alors aujourd'hui, pour parler de tout ça, je vais avoir le plaisir de recevoir tout d'abord Laurent Zagaroli, qui est un entrepreneur et qui est le créateur de l'événement Be a Boss, qui met en valeur des créatrices d'entreprises. J'aurai ensuite Florence Sandis, qui est également entrepreneur, qui est aussi conférencière et qui est auteure et qui a créé le Media Club Elle. Elle nous parlera notamment de la position des femmes dans les médias. Et puis je ferai le portrait de Christelle Gimaret, qui est la présidente fondatrice du groupe EcoClean. EcoClean, c'est une PME, belle PME, spécialisée dans le ménage en B2B et également B2C depuis moins longtemps. Et finalement, Christelle Gimaret s'est fait connaître parce qu'elle a eu une approche très innovante d'un métier pourtant traditionnel. Voilà, donc le programme. Et tout de suite, je vais recevoir Laurent Zagaroli. Bonjour Laurent Zagaroli. Bonjour Marie-Claire, merci pour l'invitation. Bienvenue dans Smart Women. Donc Laurent, je le disais en introduction, vous êtes un entrepreneur de l'événementiel. D'ailleurs, vous avez une structure qui s'appelle My Original Event. Mais je vous ai fait venir parce que justement dans ce cadre-là, vous avez été précurseur, puisque vous avez créé il y a 10 ans maintenant l'événement Be a Boss, qui met en valeur donc des femmes créatrices d'entreprises. Alors très directement, pourquoi l'idée vous est venue de créer cet événement? Comment ça s'est passé? Alors en fait, à l'époque, j'avais un média, j'étais associé dans un média qui s'appelait Digital Business News. On produisait tous les jours des vidéos sur des startups, des incubateurs, et puis on a commencé à organiser des événements pour mettre en relation des startups avec des investisseurs quand elles étaient en levée de fonds ou avec des grands groupes quand elles cherchaient des partenaires. Et puis au bout de 3 événements, on s'est aperçu très vite qu'on avait vu 0 femmes. Il n'y en avait pas. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on crée un événement pour pousser les femmes à entreprendre. Et l'idée est venue de créer cet événement Be a Boss. Be a Boss. Et alors, en quoi ça consiste exactement, Be a Boss? Alors, Be a Boss, donc, ça s'adresse exclusivement aux femmes qui sont soit porteuses d'un projet de création d'entreprise, soit jeunes entrepreneurs et qui viennent assister pendant toute une journée à des pitchs de femmes qui déposent un dossier de candidature pour postuler à notre Awards, à des témoignages de femmes qui servent un peu de rôle modèle, et puis à des interventions de nos partenaires qui vont parler de sujets business, de financement, de pacte d'associés, de propriété intellectuelle, etc. Et Be a Boss, c'est un événement qui se passe en région, puisque vous couvrez quasiment toutes les régions. Oui, exactement. Une des particularités de Be a Boss, c'est que c'est un événement qui a une couverture nationale. Ouais. Aujourd'hui, on organise chaque année 8 étapes dans l'Hexagone et 3 aux Antilles-Guyane. Et puis, on a chaque année une grande finale à Paris qui a eu lieu maintenant il y a 3 semaines, au cours de laquelle on récompense les 3 lauréates de l'année. Et alors, comme vous avez 10 ans de recul, vous avez vu évoluer, puisque je suppose que la première fois que vous avez lancé, vous ne deviez pas avoir énormément de candidates. Enfin, je ne sais pas, d'ailleurs, peut-être qu'il y en avait, mais enfin, moins sans doute qu'aujourd'hui. Comment vous avez vu évoluer les profils des candidates, leur comportement? Où en est-on? La première année, c'est vrai qu'on avait, je crois, de mémoire 150 candidatures, mais on n'avait fait qu'une seule étape sur Paris. Maintenant, on a entre 700, 800, 900 candidatures par an. Donc déjà, le nombre de candidatures a augmenté, et surtout depuis quelques années. Et ce qu'on voit maintenant vraiment depuis 2-3 ans, c'est la diversité dans laquelle les femmes entreprennent. Il y a vraiment tous les secteurs d'activité sont couverts. Et puis surtout, la qualité des projets, et puis on l'a vu lors de la finale, la qualité des pitchs qui a vraiment été soulignée par les membres du jury. Et vous me disiez, quand on en discutait juste avant l'émission, que quand vous aviez donc depuis le départ un nombre de lauréates marqué et qu'elles avaient plutôt bien évolué. Oui, alors si on exclut les 3 lauréates de cette année, on en avait récompensé 25 jusque-là. Sur les 25, il y en a 22 dont la société existe toujours, donc c'est plutôt un bon score. Il y en a 3, je crois, qui ont vendu leur entreprise à un grand groupe. Et puis globalement, elles ont levé, je crois, pour un peu plus de 50 millions d'euros, donc plutôt un bon score. Et
entre toutes les candidates, donc, est-ce qu'il se crée un peu un esprit club ou autre? Est-ce qu'elles se revoient? Est-ce que ça joue aussi l'effet de réseau? Parce qu'on sait que les femmes ont également, alors c'est moins vrai aujourd'hui qu'avant, mais elles ont également moins de réseau en général que les hommes. Donc, est-ce que vous jouez également ce rôle? Alors, on essaye. Après, c'est vrai que l'événement, il a lieu qu'une fois par an dans chaque région. Alors, on réfléchit à monter un club dans les régions pour être présent plus souvent. Mais on voit régulièrement des femmes qui étaient dans l'assistance une année, puis qui, 2 ans après, déposent un dossier parce qu'elles ont créé leur boîte. Elles sont sélectionnées ou pas, elles reviennent, elles finissent en finale, voilà. Et puis, celles qui sont finalistes une année, on les fait revenir l'année d'après pour les mettre lors d'une table ronde, pour qu'elles nous expliquent un peu leur parcours, voilà. Et c'est vrai qu'on les invite assez régulièrement. Quand on est sollicité par d'autres structures qui font des appels à candidature, ou qui cherchent des speakers, ou qui cherchent des femmes pour témoigner pour 100 000 entrepreneurs, par exemple, on les sollicite beaucoup. On a une communauté qui est assez importante et qui est très attachée et qui est très réactive vis-à-vis de BioBoss. Oui, ça, c'est vraiment important, parce que c'est vrai que de faire circuler finalement à la fois les profils, les rôles modèles, c'est très intéressant. Dites-nous quelques mots, bien sûr, sur les lauréates 2024. Donc, parlez-nous un petit peu. Qui sont-elles On a eu 3 lauréates cette année. Ability, qui est un dispositif médical d'aide à la rééducation à partir de réalité virtuelle. On a récompensé Tiers, qui est une application qui permet de sécuriser les communications au sein de couples séparés victimes de violences conjugales. Donc les femmes peuvent sélectionner les horaires auxquels elles veulent recevoir les alertes. Toutes les insultes sont filtrées. Tout est enregistré si elles ont besoin de s'en servir plus tard, etc. Et puis la 3e candidate, c'est My Visitor, qui est une plateforme qui permet de déléguer les visites d'appartements en région pour faciliter les étudiants qui sont en mobilité. Donc vous êtes à Angers, vous allez étudier à Lyon, vous devez voir 4 appartements, soit vous prenez 4 fois le train, voilà. Mais là vous pouvez déléguer à quelqu'un et vous lui donnez vos consignes, ce que vous voulez qu'il filme, ce que vous voulez qu'il regarde. D'accord, oui, donc c'est une personne qui va visiter pour vous. Qui habite sur place. C'est pas une télévisite. Non, c'est vraiment une personne qui va visiter sur place et qui va vous faire un compte rendu en fonction des attentes que vous lui avez données. D'accord, c'est intéressant. Bon, on voit effectivement que c'est dans des activités très diverses. Mais écoutez, bravo, merci pour cette initiative. Merci à vous. Tout s'y contribue à rendre davantage visibles les femmes qui entreprennent et salutaire. Donc merci, merci Laurent. Merci. Bonjour Florence Sondis. Bonjour. Merci pour votre présence. Alors Florence, votre engagement en faveur de la juste place des femmes est ancien, mais enfin il a vraiment pris corps finalement en 2017, puisque c'est l'année où vous avez notamment créé le Média Club L. Alors c'est une année importante pour vous, parce que dans le même temps, vous avez cette même année créé également votre propre entreprise. Vous avez créé Briser le plafond de verre, donc toujours sur la thématique de l'accompagnement des femmes, mais dans un mode d'exercice différent. Alors, commençons par écoutez, la place des femmes dans les médias, parce que c'est un sujet qui est dans les sphères de pouvoir que je citais, je disais économique, politique, médiatique. Donc, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous observez? Comment ça évolue, les femmes dans les médias? Alors, quand on voit, par exemple, les présentateurs-présentatrices, on est à peu près à la parité. On a des têtes de file comme Anne-Sophie Lapix, Anne-Claire Coudray, Babette Lemoine, donc on se dit tout va bien. Quand on gratte un peu, on voit que sur les femmes, si on prend toutes les femmes présentes sur les plateaux, on a 43% de femmes, donc c'est déjà plus 10% par rapport à il y a 10 ans. Mais elles n'occupent que 34% du temps de parole. Ah oui. Et quand on va après dans les détails, on voit que par exemple sur tous les sujets de technologie, elles sont que 21% de femmes à être invitées. On les retrouve beaucoup plus sur les cités de santé, de société. En sport, on n'en a que à 33%. Et même quand on parle que de sport féminin, elles ne sont qu'un tiers à commenter le sport à l'antenne. Oui, ça correspond finalement bien à ce que l'on peut observer en règle générale. Mais c'est vrai que noter le temps de parole versus le pourcentage de représentativité est quand même assez flagrant. Et puis plafond de verre aussi, puisqu'elles sont 48% des personnes qui ont les cartes de presse, mais seulement 20% au poste de direction des organes. Oui, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect poste occupé au sein des médias, et puis il y a l'aspect intervention. Et donc les expertes, on en parlait en disant que c'est vrai que les femmes interviennent sur des sujets, mais dans les positions vraiment d'expertise sur des sujets en plus pointus, là on les trouve beaucoup moins. Et puis dès qu'il y a une guerre, une crise Covid, etc., le nombre d'experts baisse. Par exemple, après le 7 octobre, on est passé de 37% à 30% de femmes experts. Il y a des sujets régaliens sur lesquels on va inviter d'abord des hommes. Bien sûr. Alors vous avez créé Média Club L en réponse, donc c'est quoi exactement Média Club L? Comment ça fonctionne? Média Club L, c'est une association de professionnels des médias, tous médias, radio, télé, cinéma, qui œuvrent pour plus de parité dans les médias. Donc
plus de parité à l'antenne ou dans les journaux, dans ce qu'on voit, et également pour aider les carrières féminines au sein des entreprises, des médias. Et comment ça fonctionne? Le dispositif repose sur quoi? On organise beaucoup d'événements. Événements, on fait rencontrer des femmes inspirantes, des tables rondes. On est très terrain, donc on fait beaucoup de mentoring aussi à Paris, de mentoring aussi de femmes, par exemple, pour être réalisatrices de flux, parce que c'est encore vraiment un boys club. On a du mentoring international aussi à Cannes, au MIPCOM. Là, la semaine prochaine, on va faire notre 12e édition du mentoring. Voilà, donc on est très terrain. On a aussi des trophées Media Club L, une grande cérémonie chaque année. Où on remet des trophées à des femmes. Et je suis fière d'avoir, depuis maintenant 7 ans, créé le premier prix de l'homme féministe. On a dû récompenser des hommes comme, par exemple, Augustin Trapenard, parce qu'on pense que c'est hyper important, en effet. C'est l'affaire de tous, la parité. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est important de mettre à l'honneur ces C'est hommes-là toujours une question d'équilibre. Le sujet n'est pas d'être les femmes contre les hommes, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Pas du tout. C'est avec, mais c'est avec à parité, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il en soit différemment. Bon, alors donc, donc on voit bien au niveau des médias ce que ça peut donner. Comme vous êtes également au niveau des entreprises, puisque vous faites du coaching, donc sans parler de l'activité en tant que telle, mais qu'est-ce que vous observez au niveau des positions des femmes dans les instances des entreprises avec cette évolution sur les 7 ans que vous venez de passer? Alors, ce que j'observe, c'est merci les quotas, parce que même si les femmes étaient déjà très diplômées, ça permet justement qu'on aille les chercher. Donc, on est passé de 11 à 45% de femmes dans les conseils d'administration, dans les entreprises cotées. Avec la loi Marie-Pierre Rixain, on commence à regarder, à mettre beaucoup plus de femmes dans les COMEX. Donc, elles commencent à vraiment monter plus de façon plus importante dans les hiérarchies. Maintenant, je vois toujours un problème dans la notion de gouvernance et elles n'ont pas envie forcément de ces postes-là parce qu'elles n'ont pas envie de ressembler à l'homme ou à la femme qui est à ces postes en se disant qu'elles vont sacrifier une partie de leur vie. Et donc, je pense que quand elles seront plus nombreuses à avoir les clés de la maison, elles pourront aussi changer les serrures et l'architecture pour qu'on ait une autre idée de la gouvernance et qu'elle puisse donner une autre couleur. Et parce qu'on voit aussi, par exemple, quand on a des femmes à la tête d'entreprise, au PDG, elles virent beaucoup plus vite. On le voit, par exemple, dans le CAC 40. Donc, comment faire pour qu'elles restent et comment le faire pour qu'elles se sentent bien? Alors, sur les temps, il faut valoriser, effectivement, parce que, CAC 40, c'est très visible, mais il y a toutes ces femmes qui sont dans des TPE, dans des PME, dans des ETI et qui font un superbe travail dans toutes les activités, mais qu'effectivement on ne connaît pas suffisamment. Donc ça rejoint l'idée que vous avez quand vous dites il faut qu'elles puissent s'identifier, la fameuse question du rôle modèle, et c'est vrai qu'il y en a en fait, mais on ne les voit pas assez. Et créer leur propre leadership, avec leur singularité, qui elles sont. Oser affirmer qu'elles sont vraiment. Je sais que c'est un des thèmes qui vous tient à cœur, qui est de dire la singularité est un atout. Oui, quand on est soi-même, on est forcément bon. Donc, osez être vous-même, pas singer les autres, pas essayer de copier, mais vraiment être vous-même, ça paie toujours. L'authenticité aussi. Écoutez, très bien, merci pour cette action. Alors, cela étant, je pense que vous avez encore quelques temps devant vous à pouvoir exercer votre métier et à accompagner des femmes, parce qu'on n'est pas encore au niveau, mais ceci dit, c'est une plaisanterie. Là, vous allez voir, je vais recevoir une femme que vous connaissez d'ailleurs, je crois, et qui est une chef d'entreprise, Christelle Gimaret. Et alors, elle a tout compris des atouts de la singularité. Oui. Merci beaucoup, Florence. Merci à vous. Bonjour Christelle Gimaret. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Woman. Enchantée d'avoir été invitée. D'ailleurs, on parlait à l'instant avec Florence Sandis de la question des experts dans les médias. Et alors vous êtes une experte dans les médias. D'ailleurs, vous êtes référencée sur la plateforme du même nom. Je ne sais pas si elle fonctionne, mais enfin, vous faites partie des expertes. Puis vous êtes aussi d'ailleurs coach dans l'équipe de la France qui bouge. De la France bouge, oui, tout à fait, sur Europe 1, oui. Très bien. Donc on voit que bravo pour cela. Alors ça étant, moi je vous ai fait venir pour parler de votre histoire entrepreneuriale. Alors je sais que vous êtes tombée dedans, comme on dit, quand vous étiez toute petite, puisque vous êtes d'une famille d'entrepreneurs. Votre grand-père, votre père dirigeaient l'affaire familiale. Cette affaire familiale a été vendue, donc ce n'est pas en son sein que vous avez accompli vos premiers pas d'entrepreneur, pas du tout. Vous avez démarré votre activité en fait par une dizaine d'années où vous étiez enseignante-chercheuse après avoir passé un doctorat d'économétrie. Mais vous me disiez que vous aviez toujours eu finalement le petit point clignotant dans le cerveau qui vous disait que vous vouliez créer votre boîte. Mais il fallait trouver le sujet adéquat. Alors, le sujet vous l'avez trouvé puisque vous avez démarré Artupox.
s'appelait Artupox à l'époque, en 2005, c'est ça 2005. 2005, c'est bien ça. Bon, racontez-nous le déclic, comment il est venu, est-ce que vous en avez fait? Alors, donc effectivement, j'ai pas fait mes premiers pas dans l'entreprise familiale, mais j'y ai fait mes premiers pas tout court, puisque je traînais dans les usines de mon grand-père, et je voyais bien que ça s'affairait, que ça donnait des ordres dans tous les sens, ça bougeait, il y avait de l'adrénaline, enfin... Et là, je me suis toujours dit que c'est ça que je voulais faire. Donc, et puis, effectivement, la vie fait qu'on fait des études, et puis finalement, on dévie un petit peu, mais cette petite graine de l'entrepreneuriat, elle était toujours présente, et il y a un moment donné où elle est clos, et là, on ne peut pas faire autrement. Donc, et ça ne sert à rien de lutter. Il faut créer sa boîte, quitte à la... C'est pas grave, hein, il faut essayer, parce que de toute façon, vous aurez toujours le regret de ne pas l'avoir fait. Et puis, vous aurez toujours la sensation de ne pas être au bon endroit. Donc, moi, je me suis dit, voilà, j'ai pas d'idée pour l'instant, donc je ne crée pas, mais par contre, j'étais à l'affût, tout le temps, à l'affût. Et puis, en voyageant, parce que c'est ma passion, j'ai découvert que le nettoyage se faisait de façon complètement différenciée dans plein de pays par rapport à ce qui se faisait en France. En France, le nettoyage, quand vous en parlez, souvent les gens vous disent « je ne sais même pas de quoi vous me parlez ». Moi, quand j'arrive, mon bureau, il est propre. Oui, là, tout ce qui compte. Dans le milieu, on est d'accord, dans le milieu entreprise, justement. Exactement. Donc, du coup, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, parce que des entreprises de nettoyage, ça va de l'entreprise unipersonnelle au grand groupe, et c'est sur un marché qui capte quasiment 4 milliards d'euros. Donc, il y a de la place pour tout le monde, pour tous les nouveaux entrants, mais si vous êtes la énième entreprise qui n'a pas de facteur différenciant, j'ai envie de dire, ça va être compliqué. Donc, moi, j'avais bien saisi qu'il fallait se différencier. Et puis, j'avais saisi aussi que monter une entreprise, c'est aussi être un héros des temps modernes. Donc, l'idée, c'était de bouger les lignes. Et moi, j'ai cœur à bouger les lignes. Moi, je ne veux pas changer le monde, mais je voulais changer leur monde. Et leur monde, c'était que tout d'un coup, ces invisibles, on les mettait en valeur au sein d'Artupox, puis après des Coquelines. Et surtout, on arrêtait de leur bousiller la santé. Donc, moi, j'ai importé des produits d'Allemagne qui étaient écologiques. Et puis on a toujours eu cette présence d'esprit de se dire mais tout ça, ça suffit pas parce que il faut aussi qu'on puisse travailler que du lundi au vendredi parce que nous, on travaille du lundi au vendredi, donc je vois pas pourquoi il y aurait des sous-catégories qui travailleraient la nuit, le week-end. Donc quand j'ai créé Artupox en 2005, c'était sur les balbutiements du développement durable. On n'en parlait pas beaucoup à l'époque. Personne ne comprenait ce que je disais. Bien sûr. Par contre, quand je leur disais vous allez avoir des gens qui vont incarner le fait que votre bureau soit propre le matin, pourrait lui dire bonjour, vous verrez, mord pas, tout ça. Eh bien, ça a créé un lien et bizarrement, ça a pris. La sauce a pris. Et le premier client, parce que c'est une anecdote quand même amusante, donnez-nous là. Le premier client, en fait, c'est... donc, je vais chez le coiffeur, comme toutes les femmes, et il se trouve que j'entends le patron qui rentre en hurlant un petit peu sur ses équipes en disant « Et alors, cette entreprise de nettoyage, vous en êtes tout ?» Et les filles qui n'osent pas lui dire, parce qu'il est un peu imposant, dire « je ne sais pas trop ». Et là, je me suis dit « c'est ta chance ». Donc là, je dis, alors que j'avais à peine immatriculé, et là, je dis, écoutez, moi, je vous ai entendu, c'est pas que j'écoutais, mais voilà, il se trouve que j'ai une boîte de ménage. Donc si ça vous intéresse, faisons un test. Et en fait, je lui ai enlevé tellement une épine du pied que en fait, le mec, il n'avait pas un salon, il en avait 17. Oui, là, vous étiez bien tombé. Voilà. Parce que alors, le facteur chance joue. Alors, le facteur chance joue, mais moi, en tant que scientifique, je sais que le hasard n'existe pas. Voilà, il n'y a que des rendez-vous. Et voilà, ce jour-là, j'avais rendez-vous avec les débuts de ma boîte. Et puis après, de bouche à oreille, par capillarité, ça s'est développé. Et aujourd'hui, 20 ans après, puisque nous sommes passés de 2005 à 2024, on s'aperçoit que, oui, j'ai fait bouger les lignes, parce que le travail de jour, il est quasiment devenu la norme. C'est devenu une norme, alors que ça ne l'est pas du tout. Voilà. Les produits industriels, écologiques, maintenant, il y a des gammes partout. C'est banal, mais dans le bon sens du terme. Alors, c'est banal dans le bon sens du terme. En tout cas, ça a été vulgarisé. Et puis, on s'aperçoit aussi que on réduit aussi le taux de turnover. Donc ça, c'est des coûts cachés dans l'entreprise. Mais quand vos salariés sont heureux, ils ne quittent pas. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même un turnover qui a approximativement de 50% dans les entreprises de nettoyage. Mais dans celles qui font les choses bien... Et vous, c'est pas le cas du tout? Nous, c'est epsilon. C'est moins de 1%. Je crois qu'en 20 ans, on a eu 3 procès. Mais alors justement, si on parle, parce que on va parler également bien sûr de la deuxième activité que vous avez déployée avec le On Demand, mais pour rester encore un petit peu sur Artupox, c'est-à-dire sur la partie vraiment B2B, puisque c'est celle-là dont on parle. Celle qui est historique. Voilà, qui est historique.
Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Alors non pas en chiffre d'affaires, mais qu'est-ce que ça représente en nombre de salariés? Qu'est-ce que ça représente en termes de grands clients? Quel est votre environnement? Alors pour pouvoir donner, l'environnement, une vision. là, à date, c'est Ouais. 3000 éco-cleaners répartis sur tout le territoire. Parce que vous les appelez éco-cleaners. Ça, Oui. c'est le nom que vous leur avez donné. Éco-clean, Éco-cleaner, éco-cleaner, voilà. Et comme on dit, des clients avec Ouais, un oui, K. bien sûr, voilà. bien sûr. C'est 80% de B2B Ouais. et c'est 20% de B2C. Mhm. Et c'est plutôt grand groupe. Mhm. Voilà. Mhm. Sachant qu'on vient d'être labellisé B Corp. Ouais. Et là, avec les normes CSRD Mhm. qui Bien sûr, vont ça jouera arriver encore là début davantage. janvier, ça, on voit oui. qu'il y a une Mhm. vraie appétence. Alors, qu'elle soit officielle, officieuse, ou qu'elle soit véridique, ou plutôt par contrainte, peu importe. Les Oui. faits sont là. Et ils n'ont pas le choix parce qu'actuellement, il n'y a que 2 boîtes qui sont certifiées B Corp en France. Dans votre activité. Dans notre activité. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est quand même incroyable Ah oui, bien de sûr. se dire que ce label-là n'ait pas été plus pris en main par le secteur du nettoyage. C'est un label qui est exigeant, on le sait. Enfin, à Très tous les niveaux. exigeant. Donc, et alors vous, donc, dans votre modèle, au-delà du fait que effectivement vos cleaners viennent dans la journée, que, enfin, tout ce que vous avez évoqué jusqu'à présent, vous avez également un élément au niveau du salaire, parce que vous payez beaucoup plus que la moyenne. Donc il y a le salaire. Allez-y, parlez-nous un Alors, petit peu de ça aussi. en fait, quand vous montez une société, quand vous montez votre boîte, Ouais. soit vous prenez le prisme de se dire quelles sont les attentes du client et je vais répondre au marché, soit alors, comme moi, j'ai évoqué, je voulais changer les lignes. Donc moi, j'ai pris plutôt le prisme du salarié. Et voilà, qu'est-ce qu'il attend le salarié? Il attend d'être bien rémunéré. Donc nous, on les paye 18 € de l'heure versus 9,43, Oui, donc je crois. le double du Donc prix le du marché. double. Donc c'est quand même une gageure. Exactement, sachant qu'on est au même prix de marché pour le client. Donc ça veut dire que ce sont nos marges que nous Ouais. rognons et non pas le salaire. Même prix pour le client, c'est Même exactement prix. pareil. Ah oui, il n'y a même Ouais, pas de... à 2 € près. D'accord. Voilà. Nous, pour Non, parce que la qualité doit se payer. Donc normalement... Alors, la qualité se paye, mais on est aussi sur des activités de volumétrie. Donc, il y a un moment donné où plus vous achetez d'heures et moins vous Oui. payez, ce qui est une logique de marché. Après, il y a aussi le fait qu'il y a de la reconnaissance, parce que comme ils sont affectés à des clients, nous, on procède un peu comme une SS2I, c'est-à-dire Ouais. qu'on va vous placer vos Bien éco-cleaners. sûr. Donc, vous avez toujours les mêmes gens. Donc, du coup, ça crée une équipe et ça crée une connivence. Résultat, moi, mes éco-cleaners, des fois, si vous leur demandez pour qui ils bossent, il y en a Oui. qui ne vont même pas vous dire Le nom EcoClean. du Hein. groupe pour Ils vont lequel dire, ils travaillent. voilà, exactement. Et c'est là qu'on se dit le pari est réussi. Ensuite, vous vous dites, si je prends le prisme du cleaner plutôt que du client, eh bien, vous rentrez dans une logique où vous avez ces partages des fruits de la croissance. Voilà. Et la rétribution aussi en fonction des résultats. Bien sûr. Parce que je vois pas pourquoi le fait, ils sont déjà assez sanctionnés par la vie. Enfin, je veux dire, ils sont quand même pas issus de grandes écoles, ils n'ont pas fait d'études, ils ont quand même. On sait aussi que souvent sont des travailleurs qui sont immigrés. Donc il y a beaucoup d'écueils déjà dès l'entrée sur le marché du travail. Eh bien, je vois pas pourquoi ces gens-là, ils seraient pas intéressés aux résultats et ils n'auraient pas les marges de progression comme dans n'importe quel groupe en fait. Donc voilà ce que nous faisons. Nous avons pris le prisme côté éco-cleaner. C'est très important. Et vous avez également, vous regardez aussi, je sais, la distance pour qu'il n'ait pas à passer des heures entières dans les transports. Donc ça joue Alors aussi. toujours dans cette démarche de QVT, de Ouais. qualité de vie au travail, il est hors de question pour moi qu'un cleaner ait plus, dans Paris Intramuros, qu'il ait plus de 5 stations entre 2 clients. Et sur le territoire national, il est hors de question qu'il ait plus de 20 minutes entre 2 clients. Ça veut dire quoi? Ça se traduit comment? Ça veut dire qu'on ne travaille pas pour payer son plein d'essence Oui. ou passer sa vie sur les routes. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que du coup, comme vous êtes géolocalisé, ça veut dire que au niveau environnemental, vous avez quand même une réduction Bien des sûr, gaz à effet de bien serre, sûr. par Oui, exemple. c'est un effet Et également. puis sur la cette fatigue, partie-là, oui. parce que quand votre éco-cleaner, il fait 5 clients par jour, il y a un moment donné où, alors 5 c'est un peu beaucoup, parce qu'il en a plutôt une moyenne de 2h30 par client, mais s'il en fait 3, il ne faut pas qu'il y ait une amplitude horaire non plus qui fasse 12 heures, parce que sinon on n'est plus dans notre scope de faire de l'impact. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans une activité aussi traditionnelle et effectivement au départ peu valorisée par l'image qu'on en donne, le fait que vous ayez réussi à
en mettant le salarié au cœur du dispositif et au cœur de ce que vous avez tissé pour pouvoir les faire travailler dans de bonnes conditions, que vous arriviez néanmoins à être rentable depuis le début. Parce que, Oui. ça, il faut le dire, parce que souvent on a l'impression que s'il y a cette notion de partage de la valeur, il y a une perte de rentabilité. Vous êtes Non, il n'y a pas une perte de rentabilité. Il y a une redistribution de la valeur qui est différente du modèle classique. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est très important de le dire ainsi. Et comme vous avez un taux de satisfaction de vos salariés, par symétrie, la symétrie des attentions dont on parle en général, vous avez une satisfaction également de vos clients. Donc, au final, c'est toujours positif. Alors, depuis, vous avez fait évoluer l'entreprise, puisque vous avez également créé une branche, je crois que c'était pendant le Covid d'ailleurs, vous avez créé une branche qui est une branche qui s'adresse davantage non plus aux entreprises, mais aux particuliers ou aux systèmes type Airbnb, par exemple, où il faut faire du ménage à la demande. Donc, c'est on demand. Vous avez fait un gros investissement informatique pour y parvenir. Donc, parlez-nous de cette branche-là. Alors, donc EcoClean on Demand, l'histoire, c'est quoi? C'est pendant le Covid, plus personne ne travaillait, c'était du télétravail partout. Seule chose qui fonctionnait encore un petit peu, c'était l'hôtellerie et les voyages. Donc, il y avait des Airbnb et à la demande d'Airbnb, en fait, on a créé cette plateforme. Donc là, effectivement, on a fait un gros investissement, on parle d'1,5 million. Oui, bien sûr. Donc là, pour le coup, notre rentabilité, elle est un petit peu écornée, mais on va se remonter, c'est pas grave. Et l'idée, c'était de faire le Uber du nettoyage version Bicorp. Donc, qu'est-ce que c'est en substance? C'est vous commandez aussi simplement une prestation de nettoyage que si vous commandez un plat cuisiné ou un chauffeur pour aller... EcoClean, Voilà, tout à fait. Donc, l'application s'appelle EcoCleanOnDemand.fr. Elle est sur tous les stores. Vous avez le site aussi qui vous explique absolument tout. Et dans les faits, c'est moins de 40 secondes pour commander et c'est 20 minutes pour que la personne arrive chez vous. Sachant que si ça vous plaît, vous pouvez la mettre en favori et ce sera comme en B2B, toujours la même personne. Alors 20 minutes, c'est dans Paris intramuros. Oui. En région, on est plutôt sur 1 heure parce qu'il y a les temps de déplacement. Le maillage de transport en commun n'est pas forcément aussi optimisé qu'à Paris, mais en tout cas, c'est partout en France et au Québec. Même les villes jusqu'à 3000 habitants. Jusqu'à 3000 habitants, on sait pénétrer ces marchés-là. Après, on a des demandes spécifiques, par exemple, d'assureurs, où là, effectivement, on peut ouvrir un village spécialement pour eux, parce qu'il y a une demande très ponctuelle. Et la souplesse fait que, comme on dit toujours à nos éco-cleaners, ton job te suit. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, on a un étudiant, parce que 80% de nos éco-cleaners sont étudiants, eh bien, la semaine, il fait ses études à Bordeaux, et puis il veut aller voir sa copine à Marseille, eh bien, il peut aller travailler à Marseille. Oui, bien sûr. Et puis, s'il veut aller faire ses études au Québec, eh bien, il peut, parce que nous sommes aussi au Québec. Voilà. Québec et Suède. Bon. Et Suède, voilà, tout à fait. Mais Stockholm, en vérité. On pourrait encore en parler longtemps, parce que c'est très intéressant de vous écouter sur le temps, mais notre temps est écoulé, donc nous sommes au terme de cette émission. Donc merci de l'avoir suivi. J'espère que vous y avez pris du plaisir et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Merci.